Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan et aujourd'hui, on est sur l'épisode numéro 36 des interviews de voyageurs à vélo. Durant l'épisode précédent, on était avec Aurélie, alias la petite réinventerie qui, elle, voyageait avec un vélo pliant, un Brompton. Comme quoi, il y a vraiment différentes façons de voyager. C'est ce qui est intéressant avec ces interviews de voyageurs, c'est de voir toutes ces différentes façons. En fait, on se rend compte qu'il y a une façon de voyager propre à chaque voyageur. Donc, du coup, c'est hyper enrichissant. Comme la dernière fois, je vous présente les parrains de cette vidéo qui sont aujourd'hui Alain Géraud et Stéphane Soudin. Ils ont voilà, participé et vous pouvez en faire de même si vous voulez être le parrain des prochaines vidéos en allant sur ma page Buy Me a Coffee que vous trouverez sur ma description sur la page Instagram. Voilà. Aujourd'hui, deux voyageurs pour le prix d'un. Je vais essayer de récupérer Guillaume qui est toujours pas arrivé. Hop, pourtant, je viens de lui renvoyer l'invitation. Je ne sais pas si tu as de ton côté, Kevin. Il a rejoint la Ah, vidéo. Ah, on va le voir. ah, ah, Extraordinaire. ah. Bonjour. Extraordinaire ce qui se passe. Salut. Alors, il faut que tu tournes le téléphone, Ouais, peut-être. ouais, ouais, Ah, je vois. Bonjour bon, Guillaume. Eh ben, bonjour. impeccable. Deux voyageurs pour le prix d'un, je disais, et puis en plus des frangins, donc ça va être assez sympa. Puis vous allez voir, ils ont fait un incroyable voyage. On va passer un super moment tous ensemble. Bon, mais du coup, Guillaume, Kevin, vous avez fait un tour du monde. Donc, vous avez vu en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Ben déjà, pour commencer, je vais laisser vous présenter. Et puis, si vous pouvez nous dire en quelques chiffres ce parcours, qu'est-ce que c'était finalement? Et les chiffres, c'est plutôt Guillaume. Donc, surtout qu'on a récemment, on s'est récemment replongé dedans là pour le docu. Donc, je te laisse répondre, Guy, si tu les as en tête. Allez, Guillaume, combien de temps, combien de Allez. kilomètres, combien de pays Bon, j'ai pas beaucoup de chiffres en tête, mais allez, je vais me lancer. Non, on a fait 2 ans et demi de voyage, du coup, qui ont été entrecoupés par le Covid, Ouais. qui nous a forcé à rentrer, et puis on est reparti. Bah, finalement il y a un peu plus de 1 an pour 6 mois de voyage. Donc on a fait une première partie de 2 ans et puis là une deuxième de même ouais, 7 mois. Donc un peu plus de 2 ans et demi. Ouais. En nombre de kilomètres, ça représente bon, on est sur 35 000 kilomètres. Donc tout ça c'est dû à peu près, mais voilà ce que ça représente 2 ans et demi de voyage. Ouais. Et puis le nombre de pays traversés, Je crois que c'est, euh, il me semble 16. 16. D'accord. Ah bah tu vois, j'aurais pensé plus, du coup, finalement, vu la durée du voyage et la distance, Bah, mais bon. on voulait, c'est vrai qu'initialement on voulait en faire plus, mais plus on a avancé dans le voyage, plus on avait envie de prendre notre temps, Ouais. et puis aussi de s'imprégner des pays traversés. Donc c'est pour ça qu'on a préféré en faire moins, et puis de vraiment s'en imprégner. Ouais. Donc Ok. les gros chiffres, on a déjà Bon, cela. ça marche. Ceux qui nous rejoignent durant la vidéo, si vous avez des questions à poser à Kevin et Guillaume, n'hésitez pas à le marquer dans le fil des commentaires. Moi, je me note tout ça et on prendra quelques minutes à la fin du direct pour leur poser. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer pendant la vidéo. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le vif du voyage, première question que j'ai. Aujourd'hui et même dans vos vidéos, on voit vos énormes barbes. Donc, est-ce qu'il faut obligatoirement être barbu pour voyager à vélo aussi loin ou aussi longtemps ou est-ce qu'on le devient en voyageant? Eh ben, alors, moi, j'avais un peu moins de barbe, c'est vrai. Après, c'est plutôt par fainéantise qu'on refuse de l'entretenir. Mais Guillaume avait déjà une bonne barbe en partant, hein. Ça a un peu grandi, puis rapetissi. Après, mais ça a toujours été, il a toujours eu une grande barbe. Je pense que même sans barbe, on aurait été voyageur. Ouais, Guillaume? Oui, 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 non, oui, oui, je voulais avoir une barbe, donc c'est sûr que le voyage a aidé à ce qu'elle soit un petit peu plus grande, mais, mais c'est tout. Sinon, non, il n'y a pas besoin d'être barbu pour voyager, au contraire. Bon, ça va, on est rassuré. On se l'est Bon, dit, on est tous là, barbus ouais, Ouais. et c'est voyageons. vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur ce tour du monde,
Ça part comment? En fait, c'est quoi l'idée de départ? Comment vous vous êtes dit, tiens, frérot, on part en voyage, on part faire un tour du monde. C'était quoi l'idée de départ? Kevin? Ah oui, c'était. Alors l'idée de départ, nous, on a fait pas mal de petits périples avant de se lancer dans ce gros dossier. Et puis donc c'était des périples qui étaient rythmés par rapport à nos jours de congé, entre autres. Et se poser la question de faire un périple un petit peu plus long parce qu'on était assez influencé par différents récits de voyageurs et de documentaires qu'on pouvait voir. Et c'est sûr qu'on avait cette envie de faire plusieurs mois de voyage. Et on s'était on s'était dit, bah, faisons le tour d'Europe parce que ça va, on sort pas trop de notre confort, on reste en Europe. Et donc, bloquons 6 mois à faire ça, quoi. Et de fil en aiguille, bah, on s'est plutôt projeté sur un périple un peu plus gros, quoi. On s'était fixé 3 ans et pourquoi pas partir directement sur un tour du monde, entre guillemets, parce que bon, là, enfin, on parle pas de tour du monde en soi aujourd'hui, mais plus de voyage, quoi, au long cours, Ouais. comme on dit souvent. Oui, c'est vrai que Et l'appellation tour du monde, ça voudrait dire vraiment faire le tour du globe. oui, voilà, ouais, c'est pour Mais faire oui, c'est un voyage au concours, ouais, comme tu dis, ouais, t'as voilà, raison. ouais, c'est beaucoup plus correct. Et puis bah, après, il y a eu un moment où il faut faire un choix. C'était soit poursuivre le boulot, en l'occurrence là pour Guillaume, parce que son entreprise déménageait, ou soit se lancer et puis profiter de ça, quoi. Donc bah, on a fait le choix de se lancer et de profiter de ça. Et après, bah, une fois que la machine est lancée, c'est génial parce que du coup, tu perds toute notion de temps enfin, le voyage prend vraiment place, quoi. Mais c'est quand même marrant, Guillaume, par contre, de partir voyager comme ça entre frangins, d'avoir la même passion du voyage à vélo. C'est pas commun. Alors, bon, c'est vrai que bah, du coup, enfin, avant d'entreprendre ce grand voyage, on en avait fait plein d'autres plus petits pendant nos vacances scolaires, parce qu'on était du coup étudiants. Et puis on s'est aperçu, oui, enfin, qu'on aimait bien voyager ensemble, que ça marchait bien. Et puis déjà à l'époque, Kevin réalisait des résumés vidéo de ce qu'on faisait. Donc finalement, ce qui a été réalisé aujourd'hui, on le fait depuis le début. Mmh. Ouais. Et puis enfin, on faisait donc on a fait des périples à vélo ensemble, mais on a fait aussi de la course à pied. Enfin, on a toujours aimé faire des activités ensemble autour du sport, enfin aussi dans d'autres choses, mais le sport c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés. Ouais. Et puis bah le voyage à vélo, on a commencé notre premier voyage, enfin grand voyage, c'était en 2010, les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. On est parti de Poitiers, puis on allait jusqu'à Saint-Jacques. On a été obligé de prolonger nos vacances parce que initialement on était parti pour le faire en 15 jours. Mais Ouais. en fait, alors mathématiquement c'était possible, mais la réalité du terrain nous a montré que ouais non non là on était enfin l'ambition était beaucoup trop haute. Donc plutôt que de s'arrêter là où on devait normalement s'arrêter mathématiquement, on a dit non non, on va demander des vacances en plus et puis et puis on va aller au bout de ce projet. Donc voilà, on aimait voyager ensemble et puis surtout aller au bout de ce qu'on avait entrepris. Donc c'est comme ça que c'est né. D'accord. C'est né assez naturellement pour nous. Comment on planifie un tour du monde sur autant de temps? Alors déjà, est-ce que c'est possible de planifier, mais surtout, qu'est-ce qui vous a orienté dans le choix des pays, des destinations que vous êtes amené à parcourir, Kevin? Bon, c'est pas mal documenté en amont. C'est vrai que le tout début du voyage, c'était assez. On savait vraiment où on allait. On faisait vraiment des étapes comme ce qu'on faisait avant. Quand on partait, par exemple, sur Saint-Jacques, c'était très timé, quoi. Ouais, Et puis après, nous, notre objectif premier, c'était de quitter l'Europe au plus vite, chercher le dépaysement au plus vite. Et donc, on s'est orienté vers l'Afrique du Nord. ouais, On est très vite arrivé au Maroc. Et après la traversée de l'Atlantique, on a plutôt privilégié les rencontres. On a rencontré des cyclo-voyageurs qui
donner des idées de parcours, quoi, en gros, et puis de fil en aiguille, on traçait notre route comme ça. Alors, je sais qu'on avait, quand on a vraiment commencé le dossier Eibro, on avait estimé une route jusqu'en Amérique du Nord. Ouais. Et puis après, l'Asie, on n'avait aucune idée, mais alors aucune idée d'où il fallait passer, quoi. Si on avait parlé de l'Australie, mais en Asie même, on savait pas trop par où passer. On s'était dit, bon, bah, on verra sur place, quoi. C'est sûr que le temps d'y être, il peut se passer mille choses et bon, on s'en est vraiment rendu compte une fois sur place, en voyage en tout cas, Mmh. que c'est à travers les autres qu'on peut choper des petits tips Ouais. quoi, de voyageurs et c'est génial. Des fois, on faisait des allers-retours vraiment, c'était inutile, hein, on s'en est fait plein même, hein, mais ça valait quand même le coup. Ça raconte une petite histoire et mine de rien, on n'allait pas tant chercher des sites hyper touristiques, mais on cherchait de l'aventure, des expériences Mmh. plutôt. Et là, je sais que sur la deuxième partie de notre voyage, voilà, on avait un cap. Et puis après, toutes les routes étaient bonnes tant qu'on pouvait l'atteindre, ce cap-là, quoi. Donc voilà. Moi, je trouve que ça ne se planifie pas trop en Ouais. avance. Après, il y a d'autres voyageurs qui adorent ça, ça les rassure et je le comprends. Nous, maintenant, je pense qu'on était plutôt du genre un peu presque au jour, enfin, pas au jour le jour, hein, mais presque, quoi. En tout cas, Mmh. on signait de gros caps, quoi. Et Guillaume, la période d'arrêt pendant le Covid, du coup, là où vous avez dû faire une interruption, est-ce que ça a été l'occasion de revoir un petit peu vos plans ou d'affiner la suite du voyage? Ah bah, complètement, complètement, parce que déjà on voulait un peu une fin au projet, parce que je me Mhm. souviens que quand le Covid est arrivé, finalement, entre le moment où on s'était dit, bon, bah voilà, on va partir dans un long voyage, et bah, du coup, le Covid, il s'était passé quasiment 5 ans, et on n'en voyait pas le bout. On savait qu'on allait repartir à enfin, dès que c'était possible, mais ouais, on se disait, on va pas quand même partir pendant, enfin, on voulait parler bah déjà ouais, quelque part un peu du retour pour se dire bon bah voilà enfin, on avait déjà du coup beaucoup voyagé, 2 ans de voyage donc et qu'il y avait cette idée de bon bah qu'est-ce qu'on peut faire et puis en combien de temps. Enfin, on a tout remis, Après? tout était parti à zéro et puis du coup c'est là où on s'est dit bon bah qu'est-ce qui nous manque comme continent, on n'est pas allé sur le continent asiatique. Bon bah très bien. Kevin a parlé des routes du Pamir et c'est vrai que c'était des routes bah, qu'on voulait faire. Ouais. Donc on a tout orienté par rapport à ça. Puis je rajouterais on a aussi changé donc notre manière de voyager, mais aussi les terrains. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on n'avait pas route, désert, montagne, enfin on faisait tout. Ouais. Et au fur et à mesure de cette première partie de voyage, on s'est aperçu qu'on aimait beaucoup ce qui était montagne ou très grand désert. Mhm. Donc voilà, ça a permis d'affiner Ouais. finalement le voyage et puis bah, de profiter encore plus. Ben oui, oui. Ben, tu vois, tu me facilites la transition parce que justement, je voulais qu'on consacre une partie de la vidéo à votre fin de voyage dans les pays en stan. Parce que c'est vrai que le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, enfin, voilà, c'est une destination pour beaucoup de cyclo-voyageurs, une destination qui fait rêver. C'est d'ailleurs les dernières vidéos que vous êtes en train de publier sur votre chaîne YouTube. Donc, ceux qui ne les ont pas vues, je vous encourage à aller les voir parce qu'elles sont vraiment top. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu. Alors, on va aborder plusieurs sujets sur ces pays, mais dans un premier temps, tu parlais justement du contraste qu'il pouvait y avoir entre les parties désertiques et les parties montagneuses. Et je crois que entre la première partie, Kazakhstan, Ouzbékistan, et la deuxième, Tadjikistan et Kyrgyzstan, vous avez vraiment des paysages totalement différents. À quoi il faut s'attendre quand on va dans ces pays en termes de paysages? Bah, alors nous, déjà, de base, on savait pas trop à quoi s'attendre, hein. Déjà, on est arrivé en Turquie, on s'attendait pas à avoir de la neige. Donc, c'est te dire le niveau de préparation par moment, quoi. Du coup, quand on est arrivé au Kazakhstan, au Ouzbékistan, il y a des choses qu'on ignorait totalement. Et je pense que Guillaume me rejoint, c'est le vent. On a énormément pris de vent dans face, quoi, comme les cyclos connaissent bien, quoi. Un bon vent de face était bien violent. Du coup, on n'avait pas, on savait qu'on était sur un désert, donc on savait enfin, il y avait des choses qui étaient compliquées, notamment liées au vent, par aussi le Sahara, et que c'était les mêmes contraintes, ou en tout cas, c'est ce qui portait au nez. Ouais. Après, sur la partie
enfin, sur la partie montagneuse donc du Pamir, sur toute cette région-là, bah, du coup, c'était intéressant parce qu'on avait déjà une expérience liée notamment au sud Lipèze, à notre passage en sud Lipèze en Bolivie. Donc du coup, il y a certaines choses, on s'attendait déjà, quoi, à savoir l'altitude. On savait comment gérer l'altitude. Ouais. On était beaucoup moins surpris, étonnés de notre difficulté à progresser. Donc c'est là où quand on était en Bolivie, il y avait un petit stress quand même parce que le corps, comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'on va avoir le mal. Ouais. On sait qu'on s'en sort assez bien. En général, on n'a pas trop de soucis, à condition de respecter les règles qu'on avait déjà vues, quoi. Donc, on savait à peu près à quoi s'attendre. Après, il y a des choses magiques dans le voyage. C'est qu'il y a les rencontres, on s'y attend pas. Mhm. Tout imprévu, on s'y attend pas. Et c'est ce qui fait bah, la magie la magie des voyages comme ça et ce qui fait les souvenirs, quoi. Ce qui me faisait sourire, en fait, dans les vidéos, c'est que quand vous étiez au Kazakhstan, là, et en Ouzbékistan, en fait, vous disiez, mais ouais, on est dans des déserts et on attend les montagnes, quoi. On attend les montagnes, elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas. Et Et quand ça, vous avez c'est vu la chaîne arriver au loin, je me rappelle, on dit, ah ben là, ça y est, dans 1 kilomètre, on commence à monter. Enfin, quoi. Enfin, on y est. Et d'ailleurs, pour l'Ouzbékistan, tu vois, on terminait l'Ouzbékistan. Il nous restait 40 kilomètres, je crois, entre j'ai plus la dernière ville et la frontière avec le Tadjik. Et on commençait à voir les montagnes. Je me souviens, j'avais des frissons, quoi. Parce que ouais, au-delà de croiser des paysages, prendre de l'altitude, en fait, on retrouvait de la végétation, du froid qu'on voulait tellement parce qu'on avait si chaud en Ouzbékistan. C'était tellement dur que c'était toutes ces. Ah, mine de rien, la montagne. Tu vois, là, je suis à Grenoble, je suis entouré de plein de petites montagnes, enfin de belles montagnes d'ailleurs. Bah c'est quand même c'est magique. Il y a un truc, hein, la montagne, je sais enfin en tout cas avec Guillaume, on est très sensible à ça. Il y a un truc très, je sais pas, c'est tellement énorme ce qu'on peut avoir en face de nous. Il y a une vraie magie, une vraie pression. Enfin, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on adore vraiment en montagne. Bon. Et donc, cette route de la soie, là, cette fameuse M41, M41, parlons-en un peu, là, cette route du Pamir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur son état? Est-ce que c'est une vraie route, un chemin en termes de circulation? Est-ce qu'on croise du monde ou pas? Enfin voilà, décrivez-nous un petit peu tout, le vrai, quoi. Qu'est-ce qu'on y trouve? bah, en ce moment, des travaux, c'est un peu terrible. C'est vrai que le moment où nous on est passé, ils étaient en train de faire la route parce qu'il y a un projet qu'elle soit utilisée comme route commerciale prochainement. Donc finalement C'est ils la Chine veulent qui fait les ils veulent- travaux, c'est ça, hein? ouais voilà ouais c'est la Chine Ouais. qui fait des travaux. Ils veulent donc du coup l'agrandir. Et alors quelque part c'est triste parce que ça détruit ça détruit puis ça va changer le paysage. Ouais, Donc ça, bon, c'est l'aspect triste. Et puis on a subi tous ces travaux. Mm. Ça continue encore, je pense, parce que mine de rien, il y en a encore pour un ouais. paquet d'années. Mais sinon, il y a des portions auxquelles ils vont pas toucher et qui sont, c'est de la route, mais bon, pas très bon état. Ouais. C'est, c'est pas en très bon état, mais pour des cyclistes, du coup, c'est très bien. Ça permet vraiment d'en profiter. Bon, il y a des belles parties qui sont, qu'on a, là, qu'on a pu vraiment adorer. Bon, après, on a surtout, la, la M41, bon, c'est sympa d'être dessus, mais je trouve ce qu'il y a de plus sympa, c'est autour de la Ah, M41. Ouais. Parce que, ouais, il y a plein de petits chemins qui sont sympas à prendre, et puis bon, du coup, il y a moins de circulation. Donc, ouais, faut se méfier de cette route. Elle a été dangereuse par moment, ouais, très dangereux. et puis voilà. Pourquoi c'est si mythique ce coin du globe là? Pourquoi tous ces voyageurs à vélo, dont je fais partie d'ailleurs, hein, moi, c'est pareil, c'est un coin qui me fait rêver, qui m'attire. Pourquoi c'est mythique cette route de Bon, la soie là, cet endroit? moi, je pense que c'est parce que, mais comme le sud de l'Argentine ou le Ouais. sud du Pèse en Bolivie, pourquoi? Enfin, à mon sens, c'est l'hostilité, c'est des paysages lunaires, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, mine de rien. Alors, je sais plus quelle altitude on reste globalement, mais dès qu'on arrive dans le Pamir, on est à peu près à 3000, 3005 en moyenne, Mhm. avec des pics 4000, 4006. En fait, c'est des choses où, quand tu prends ton petit vélo et que tu atteins ce petit col de 4600 mètres, ouah, tu as une fierté, tu te dis, c'est incroyable. Et puis, du coup, la nature prend
la nature, clairement, elle te maîtrise, quoi. S'il y a, il y a le moindre changement climatique, bah, le pauvre cycliste, là, il va vivre une sacrée aventure, quoi. Et je pense que c'est l'hostilité qui fait du bien. Il y a un silence. Bah, comme l'a dit Guillaume, c'est vrai qu'il y a la M41, il y a surtout les routes à côté. Nous, on a en l'occurrence la Varham, Zorkul, la Mm. Bartang. Je salue d'ailleurs, je vois Monsieur Frédéric qui est connecté et il sait de quoi on parle. Et forcément, moi, je pense que c'est ce qu'on aime, quoi. Là, franchement, on est dans l'aventure, je trouve. Pendant quelques jours, il y a vraiment rien pour manger. Mhm. Faut récupérer l'eau de la rivière. Enfin, c'est ce qui te stimule, quoi. De toute façon, quand on voyage à vélo, on est dans l'inconfort. Et mine de rien, je pense qu'au fur et à mesure, on tend de plus en plus vers l'inconfort jusqu'à choper une petite limite, quoi. Ouais, c'est ça. Tu cherches tes limites, tu sors de ta zone de confort Ouais, et finalement, clairement. tu cherches un peu d'aller au bout, quoi. Ouais. Bon, pour pas aller au bout non plus, quand même. Non, mais aller au bout, je veux Mais dire, vraiment ouais, te surpasser, enfin, ouais. te sentir finalement tout petit Bon, face à la oui. nature et qui doit être immense là où vous êtes, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais c'était ça, la partie. Enfin, c'est vrai que là, j'ai en tête Zorkul. Je pense que ouais, c'est un moment qui était très fort pour nous parce que c'était dur. Mm. Déjà parce qu'on devait se ravitailler en nourriture et que bah, le dernier village qu'on a croisé, en fait, il n'y avait pas ce qu'on attendait. Donc il a fallu faire avec très peu de choses. Ça commençait mal. Enfin, sur le papier, ça commençait mal, mais notre motivation était, enfin, on savait qu'on pouvait y arriver tout de même parce qu'il y avait d'autres barrières, comme bah, on est tombé malade sur ce chemin, et puis ensuite on nous disait que c'était impossible de passer parce qu'il y avait de la neige. Alors c'est vrai qu'on était entouré de neige. Ah, et il a fallu prendre toutes ces informations, se motiver à avancer. Et ça, c'est vrai que c'était très fort parce que ouais, mentalement, là, on est allé très loin, ouais. Mm. Ouais, parce que on voulait pas. C'est prétentieux de dire ça, mais on voulait éviter de faire demi-tour. Oui, bah, C'est ça, c'était c'est un accomplissement, quoi, de se surpasser, d'arriver au bout malgré les aléas, quoi, ouais, malgré les contraintes qui sont face à vous. Ouais, c'est fort, quoi. c'est beau, c'est beau, ouais. Kevin, Guillaume, je voudrais parler aussi, mais du coup, on vient de voir que oui, il y a des zones du globe qui sont magiques, qui font rêver. Et je voudrais parler un peu de ce contraste qu'il peut y avoir parfois entre ces paysages de rêve versus la réalité. C'est-à-dire que dans ces pays qui sont un peu reculés, on rencontre souvent, enfin, vous avez rencontré pas mal de pollution, aussi des gens qui vivent dans des conditions assez précaires, pardon. Et est-ce que c'est possible pour vous de dépeindre un peu ce tableau? Parce que trop souvent, on voit que des images de cartes postales et c'est bien parce que dans vos vidéos, vous avez montré ça aussi et ça fait partie du voyage de voir que ben, les conditions sanitaires sont pas forcément réunies partout, qu'il y a de la pollution plastique ben, absolument partout. Est-ce que vous pouvez nous dépeindre un petit peu cette situation ben, qui existe et qui fait partie de votre voyage? Oh, bah, c'est vrai que ça a assez rythmé tout notre voyage depuis le début, hein, mais c'est dès qu'on a quitté la cathédrale Notre-Dame de Paris en France, tu constates très vite, mine de rien, quand tu regardes autour de toi, que tout est pollué, quoi. Donc après, il y a en effet différentes échelles. Ouais. Le premier gros choc au Maroc, où c'est vrai que waouh, tu te rends compte que le plastique est partout. Tu te rends compte aussi de l'impact des multinationales sur ces pays-là, avec des matériaux qui se recyclent pas du tout, pour un produit d'ailleurs qui est pas forcément bon pour la santé. Et au fur et à mesure, alors, habitude à cette pollution qui est quotidienne. Après, il y avait cette pollution visuelle, donc liée au plastique, qui est partout, hein, mais franchement, de A à Z, dans tous les pays, on a été très choqués. Après, il y a une autre pollution liée à un gros tourisme de masse, et là, je fais écho à la Bolivie, justement, au sud de l'Ipèze. Donc, ça rejoint un peu des paysages aussi lunaires que les paysages du Tadjikistan, là, avec les routes du Ouais. Pamir. Et là, des sentiers tracés par les 4x4 partout sur le sable. Ça fait des paysages qui sont complètement explosés par ces 4x4 qui défilent. Je sais pas, des fois, on en voyait sur un parking 40 qui déboulent d'un coup, qui repartent une demi-heure après parce que tout le monde a eu sa petite Mm. photo. Donc c'est vrai que euh, bah, enfin, pour nous, ça nous paraissait important d'en parler parce que Ouais. bah,
on voyage pas, nous, de sites, on va dire, de sites un peu touristiques en site un peu. On fait la route pour l'atteindre. Au Brésil, c'était une route un peu complètement dangereuse et inintéressante, ce qui rendait par moments d'ailleurs d'autres paysages hyper prenants parce que on a tellement vécu que ça nous est du bien de voir un peu. Mais c'est évident que sur nos vidéos et sur nos posts, ça nous paraissait indispensable de mettre ça en avant parce que c'est malheureux, mais Ouais. c'est Ben, bon. c'était ma question, c'était de savoir du coup dans vos vidéos, voilà, c'est un vrai parti pris que de sensibiliser un peu les spectateurs. Et vous, du coup, est-ce que à votre retour, ça vous a, comment dire, est-ce que vous avez changé du coup certaines de vos habitudes ou est-ce que vous avez pris conscience de quelque chose en particulier quand vous avez vu ça finalement? Ben Guillaume? là, en fait, je trouve que nous, parce on faisait déjà attention de toute manière à nos déchets, surtout quand on part en voyage, Hum, nos bivouacs, c'est toujours clean, quoi, faut rien laisser. ouais, On a toujours fait ça, donc bon, bah, on continue, ça c'est clair. Maintenant ici, là, je veux dire, on trie déjà nos déchets. Bon, il y a déjà beaucoup de choses à faire en France, mais c'est tellement incomparable par rapport à ce qu'on a vu, ouais, parce que, enfin, on entend des fois parler de poubelles sauvages autour de chez nous, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir. Et c'est vrai que un des derniers gros exemples que j'ai en tête, c'est quand on a quitté Korog au Tadjikistan. C'était terrible. Juste après, puis alors, c'était juste avant et puis juste après cette ville, sur le bord de la route, une odeur, mais c'était insupportable. Et puis je me souviens qu'avec Kevin, on s'est forcé à entrer pour voir ce site, ouais. pour se rendre compte de la situation, prendre et puis prendre ouais, une image parce que ouais, pour le montrer. Mais alors est-ce que là, moi je fais rien de plus par rapport à ça depuis qu'on est rentré. Enfin c'est vrai que c'est des sujets mais je trouve toujours un peu difficiles. C'est quand on fait attention déjà Hum, nous-mêmes, je me dis bon bah enfin il y a aussi les sociétés qui doivent changer certaines choses et puis également les gouvernements. C'est c'est parce que je vois pas ce que je peux faire ouais, de plus si ce n'est oui alors après je peux prendre une poubelle et ramasser des déchets autour de chez moi. C'est toujours ça de fait. Mais alors ça me paraît tellement ouais. insignifiant par rapport au boulot qu'il y a à faire en vrai. Ah, Donc mais c'est clair, j'imagine que ça doit être terrible, quoi. J'ai des souvenirs en Asie, tu vois enfin, des rues, des maisons, et puis tu passes derrière, en fait, à l'assainissement qui se jette derrière, ils vont jeter leur poubelle tout derrière, en fait, enfin, c'est pas qu'ils cachent ça, mais ils le mettent juste pas à la vue, mais ouais, oui, c'est ils le mettent pas terrible, en quoi. trophée. Ouais, Ils le mettent pas en trophée, mais par contre, ça fait partie du paysage. Et t'as envie ouais, toi, de tout ramasser, mais ouais, finalement, enfin ok, mais on le met où? c'est clair. C'est pas simple. C'est vraiment, je trouve que c'est un sujet. Enfin, c'est bien. Faut en parler, mais c'est vrai que il faut qu'on agisse plus parce que c'est terrible. Et puis un jour, on va en payer le prix. Hmm. Non, mais ouais, je voulais juste en faire un petit aparté parce que c'est vrai que, bon, forcément, un Ouais, voyage, on voit toujours le côté positif et les belles images, mais C'est clair. malheureusement, faut quand même parler aussi des points un peu moins glorieux. Mais on va revenir sur quelque chose de plus positif parce que je voulais quand même parler de toutes ces rencontres que vous avez fait tout au long de votre voyage. Et j'étais frappé, moi, dans vos vidéos, là, de voir à quel point vous les mettez en valeur, ces rencontres, que ce soit les gens des coins que vous traversiez, mais aussi les voyageurs à vélo que vous avez parfois suivis sur de longs jours, de longues de semaines. C'est vraiment quelque chose qui a fait partie intégrante de votre voyage, ces rencontres. Kevin? Alors, tu parles des rencontres des voyageurs à vélo, hein, Les c'est ça avec qui on a pu deux, en fait, les locaux que vous avez pu rencontrer, les gens chez qui vous avez été invités à manger, à dormir, et puis aussi les voyageurs à vélo que vous avez pu croiser. Ça fait waouh, c'est un gros panel, hein, parce que là, c'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses en termes de rencontres. Là, on se laisse vraiment porter. Bon, je pense comme beaucoup, enfin, à mon avis, là, s'il y a des voyageurs à vélo qui nous écoutent, on se laisse vachement porter par justement les rencontres sur la route. C'est vrai qu'on en a fait des très très fortes.
des souvenirs inoubliables. Il y en a d'autres qui ont pu être très courtes et en même temps hyper intenses. C'est ça qui est beau aussi à vélo, quoi. C'est que on peut se retrouver dans des petits villages autour du monde donc on n'aurait pas l'idée de s'arrêter avec un autre moyen de transport. Donc du coup, ça fait naître une certaine curiosité chez certains habitants, habitantes. Et du coup, le fait de donner cette curiosité aux gens, ça ouvre vachement à la rencontre. Donc après, ouais, on en a fait énormément. Ouais. Ça aurait été drôle de les. Et à vélo aussi, hein, mine de rien, on a croisé beaucoup de voyageurs à vélo. Donc des voyageurs avec qui je sais plus, on avait voyagé peut-être un mois, je crois. On était 6 en Amérique Ça. du Sud, hein. C'était un mois, hein, je crois, hein. Putain, c'était. Ouais. Leur pause- J'ai un souvenir dans une de vos vidéos, un couple allemand, je crois, avec qui vous étiez Oui, resté hyper Un mois longtemps. aussi. Je crois que ça a duré un mois. c'est vrai qu'il y a aussi, oui. Ça dure Oui, c'est vrai un qu'il y a mois. Mélina et Après, Sébastien, là, on a voyagé un mois ouais, avec c'était eux. top. C'est vrai c'est fou, on s'est rencontrés, c'était pas, enfin, on se doutait qu'on allait les voir, mais on pensait pas qu'on allait rester tous ensemble aussi longtemps. Et puis ça tombait plutôt bien. C'était pour la traversée de l'Ouzbékistan, qui, bon bah, du coup, un pays très Ouais. désertique. Donc de le faire en équipe, c'était bien. Ouais. C'était pas Ouais, c'est prévu, sûr. mais Ouais. tout était très bien tombé. Ouais, et puis c'était très. Enfin, on s'est éclaté quoi ensemble. C'était chouette. Et après, il y avait une autre partie de l'Amérique du Sud où, alors Denis, lui, il est resté un petit moment, je sais plus combien de temps. Donc, un ami qui est resté 6 mois, 8 mois, je pense. Euh, et après, on était aussi pendant un petit moment, on a voyagé à 5 avec Alice et Mayouen. Donc, c'est vrai que ça a fait. Ouais. Enfin, ça a fait partie aussi de notre voyage là. À chaque fois enfin, chacun, il y a quelque chose. euh, et même il y avait peut-être des personnes qui découvraient le voyage à vélo. C'était super intéressant de voir comment, dans leurs yeux, tu vois, certaines manières de faire, quoi. Parce que nous, mine de rien, quand on a commencé, enfin, c'est surtout l'Amérique du Sud où on a fait beaucoup de rencontres à vélo et on a beaucoup partagé notre voyage à Ouais. vélo. Bon, c'est déjà presque un an de voyage et du coup, tu as des petites habitudes quoi, qui arrivent. Tu sais, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais nous, on mangeait des pâtes, du riz et en fait, ça s'arrêtait là, notre condition, notre alimentation. Quoi. Bon, le fait d'avoir d'autres voyageurs, ça te permet, je pense d'ailleurs à Martin et Anatole, qui nous ont fait pas mal nous ont ouvert l'esprit sur pas mal de petites choses dans le voyage. Ça te fait réfléchir à la manière de voyager et tu Ouais, la gestion t'adaptes. de l'eau. Hein. Je pense à la gestion de l'eau, parce qu'eux, ils buvaient de l'eau, enfin, ils prenaient n'importe quelle eau, du moment que ça se boit, c'est bon, c'est qu'elle est propre. Alors que nous, c'est vrai on préférait acheter de l'eau en bouteille, des bouteilles de 5 litres, bon, pour rassurer le coup, quoi. Ouais. On n'osait pas trop, on la filtrait un peu, mais pas, on essayait d'éviter. Enfin, évidemment, on voulait pas tomber malade, Ouais. Ouais. c'était le but. J'imagine. Et donc, Et je voulais vous parler d'autre chose, c'est que, alors de voyager à plusieurs, c'est une chose, mais de voyager à deux, de voyager entre frères, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on se supporte? Parce que d'être H24 ensemble, est-ce qu'il n'y a pas parfois des petits moments de tension ou comment on fait pour survivre à deux, toujours ensemble? Survivre. oh bah, globalement, ouais, il y a peut-être eu des petits moments de tension, mais ça reste des petits. Parce que je retiens surtout, c'est quand il y en a un qui est un peu fatigué ou un peu malade ou voilà, il y a un truc qui va pas. C'est cette gestion d'équipe où du Hmm. coup c'est l'autre qui va prendre le lead sur l'itinéraire ou l'avancement de la journée, la nourriture. C'est vraiment cette gestion un peu d'équipe qui marchait super bien ensemble, parce que enfin, vraiment les 99% du temps, ça s'est bien passé. Quand un de nous deux a besoin un peu de distance, enfin voilà, on a tous des fois des moments où Ouais. on veut être seul. Enfin voilà, Ouais. vu qu'on est frères, enfin, je pense que c'est des choses auxquelles on était sensibles et puis on faisait attention, et c'est vraiment ce qui a fait que ça ça marchait. Enfin, il n'y a pas un moment où on a remis ça en Non, non. question. Hmm. Il y a-
c'est jamais arrivé. Ouais, vous êtes toujours Non, non, tirés vers le haut l'un l'autre, quoi. Quand il y en avait un qui allait moins bien, l'autre était là pour ouais, encourager et puis Allez, l'aider, gars, quoi. fois, comment c'était où déjà? Au Tadjikistan, où on était tous les deux capoutes. Ah merde, là, quand les deux sont au fond du seau, c'est galère. On était tous les deux à dormir sur la route à 13h. Les épaves, les les épaves. camions, il y a les camions qui passaient et on dormait. Et il y a un monsieur qui essayait de nous parler en tadjik et on comprenait pas. On n'avait même plus la force de dire, écoute, on t'entend pas, mais non, là, on dort. Ouais, Voilà, c'est la seule fois, tu vois. c'est là où il faudrait un autre de nos frères, Antoine, qui soit là Pour filmer, pour, pour Oui, le parce que du coup, Ah, putain. personne n'a des images de ça. Ouais, Alors, mais c'est des souvenirs que vous avez que vous deux, et du coup, bon, au moins, vous savez de quoi vous parlez quand l'un fait allusion à ça, quoi. Bah, du coup, tu vois, tu parles d'images, et je voulais avant qu'on aborde les questions des spectateurs, qu'on parle un petit peu bah, de vos vidéos YouTube, de votre documentaire, puisque vous allez sortir un film. Déjà, la première question, c'est pourquoi se filmer? C'était quoi le but de prendre des images? Parce que je crois qu'il y en a un qui prenait des photos et l'autre qui était plus sur de la vidéo, c'est ça? alors, ça s'est transformé comme ça. Guillaume, alors Guillaume, t'as toujours aimé prendre des photos, et c'est vrai que je pense que pendant qu'on voyageait, il n'avait pas d'appareil, et Non. ça a commencé à manquer. Et c'est Denis qui lui a apporté quand il nous a rejoints au Brésil. Donc, en fait, après, bah, Guillaume est devenu, en effet, il faisait beaucoup de photos en complément. Enfin, j'en faisais toujours, enfin, j'en faisais moi pendant le Ouais. voyage, mais c'est vrai que Guillaume, du coup, bah, il avait jamais, à part la GoPro, à part les petites caméras sportives, là, il avait jamais d'appareil photo, et il voulait aller un petit peu plus loin. Donc, il s'est même upgradé. Après, pour répondre à cette question de pourquoi est-ce qu'on a voulu, alors au-delà de faire des vidéos et faire des photos, avant tout, nous, c'était de partager notre aventure. Mhm. Et la réponse, elle est simple, c'est les autres, en fait, nous, qui nous ont donné envie de faire ça. Je trouve qu'on a, enfin, vraiment, je trouve que c'est des voyages qui sont hyper enrichissants. Ça me paraît presque indispensable à vivre ce genre de voyage, que ce soit à vélo ou autre, mais en tout cas une aventure comme ça assez longue où tu peux te recentrer un petit peu sur toi, tu peux te challenger, enfin, en tout cas sortir de ton cadre, sortir de ton confort. Mhm. C'est une chose merveilleuse. On en ressort vraiment différent. Et bah, du coup, comme on l'a toujours fait, c'est ce que Guillaume disait tout à l'heure, on a continué dans ce rythme-là, même un petit peu plus exigeant, là, parce qu'il y avait les photos et les vidéos, rédiger des petits articles, et encore, j'essayais vraiment pas trop de perdre de temps avec ça. Mhm. Mais voilà, là, lui, il y a ce documentaire là, qui touche à sa fin, d'ailleurs, tout prêt, parce que là, je suis dans le studio de Laurent qui va finir le mixage du docu là, dans peu de jours, hein, parce que c'est demain et après-demain. Euh, ben voilà, tout simplement, c'était du partage, quoi. Ça s'arrêtait qu'à ça pour donner envie à d'autres. Et ben, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on se parle, hein. Ouais, ouais, Compris. ben, c'est bien, c'est le but, ouais, c'est clair, c'est clair. Et comment vous filmiez? Vous aviez quoi comme matériel? Alors en caméra, on en avait pas mal. Enfin, ça a beaucoup bougé au fur et à mesure du temps, mais bon, on avait un drone au début. Enfin, ouais, au début, avant qu'il nous lâche sur le Salar d'Uyuni en Bolivie. Mhm. Euh, on a une caméra, enfin c'était un appareil photo caméra, hein, parce que maintenant ça se fait souvent, et l'idée c'était d'avoir le meilleur ratio poids Ouais. encombrement, et on a pris, donc c'était un GH5 à l'époque, on a fini avec un GH6, et Guillaume lui s'est baladé avec un appareil photo. Tu avais un Sony Alpha. 7.2 au Ouais, début, et puis maintenant c'est un R 3. Et puis on avait les GoPro qu'on a ouais, toujours eu. Et Ouais. on en avait deux GoPro. On avait un moment testé un stabilisateur pour apporter de la qualité à l'image. oui c'est Enfin, vrai. ouais. On a testé, bah, vu qu'il y a eu deux parties de voyage, c'est vrai qu'on a pu tester différentes Ouais. configurations. Puis bah, c'est vrai que puis enfin, on peut aussi parler des téléphones parce que, enfin, pas pour filmer, mais c'est vrai que maintenant qu'il y a des téléphones qui existent avec différents objectifs, Ouais. je trouve que ça apporte vraiment un plus parce que ça, enfin, on peut maintenant se dire, bon bah ok, je prends mon
autre téléphone, enfin un téléphone Hmm. un peu plus avec plusieurs objectifs et ça marche très bien. C'est ça que j'avais, enfin c'est pour ça que je voulais un appareil photo pendant le voyage. C'est que j'avais pas enfin techniquement, bon bah avec la GoPro, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, tu peux pas tout faire, ouais. Ouais, tu peux pas tout faire, donc ouais, c'était pour varier, varier les plans. Alors maintenant, c'est vrai que les téléphones, je trouve que bah, tu peux faire beaucoup de choses, donc c'est Hmm. bien. Et D'ailleurs, oui, vas-y, Kevin, pardon. non, non, je rebondissais ouais, par rapport à la GoPro, typiquement. En fait, ça dépend vraiment après quel contenu tu vas en tirer. Moi, je le vois avec le documentaire. Enfin, clairement, les images GoPro, c'est pas très, enfin, c'est exploitable, hein, mais tu peux pas en faire, enfin, tu pourrais pas en faire qu'un docu. Enfin, tu Ah pourrais en non, soi, mais c'est c'est une texture impossible. d'image qui est quand même un peu déjà dégradée. Je pense au drone. À l'époque, on avait le Mavic. C'est très dégradé. Du coup, bah, nous, la chance, on a été très bien drivé d'ailleurs par Laurent Mollard et Philippe Chenevet, qui sont dans le milieu du son. Et ils nous ont, alors sur le son, tu vois, on était calés, on avait vraiment du super matos et ça se ressent. Tu vois, j'ai regardé le film là tout à l'heure, là. Ouah, tu sens la diff, c'est fou quoi. Alors que même sur les GoPro, on avait le petit boîtier, le petit module que tu peux mettre en Ouais. plus. Et déjà correct, hein, franchement, qui fait du bon son, hein. Mais rien à voir avec là ce que Laurent a pu en tirer au mix. C'est fabuleux. Donc en fait, la vraie question avant de s'équiper, parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire derrière en fait. Si c'est destiné qu'à Internet, typiquement, les téléphones, ça fait le taf, les GoPro, ça fait le taf. C'est super léger du coup, il n'y a pas d'encombrement, il n'y a pas de gestion de carte SD permanent, gestion de batterie. Donc bon, voilà, ça dépend ce qu'on fait. Et du coup, donc, vous en avez tiré des vidéos que vous avez mis sur YouTube, les gars. On voit dernièrement que vous parlez de ce film, là, de ce documentaire. Ben, voilà. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est quoi ce docu? Qu'est-ce qu'il va raconter? Où est-ce qu'on pourra le voir? De quoi ça parle? Est-ce que c'est un récit du voyage ou un petit peu autre chose? Eh ben c'est alors non, ce sera pas ça sera on va dire presque un résumé de toutes les vidéos qui ont été réalisées avec des séquences bon, que les gens n'ont pas vues parce que Mhm. elles étaient plutôt destinées type documentaire. Et d'ailleurs je salue Florian Pinard, je crois qu'il nous suit, qui a monté cet énorme pavé qui est ce documentaire pendant plus de 3 mois, hein. C'était quand même un travail très conséquent. Du coup, bah, d'ailleurs, il y a son regard qui était super intéressant parce que mine de rien, moi j'ai plus trop de recul, Guillaume non plus, notre propre voyage. Donc lui, il a pu monter ça dignement, là, c'était super. Du coup, il va raconter, alors je parle donc le titre du docu, c'est Le temps d'une aventure à vélo. Et c'est là, enfin, je témoigne en gros, enfin on témoigne de la manière dont on a voyagé nous et de ce qui a pu un petit peu changer dans notre manière de voyager au fur et à mesure du temps, quoi. Et ça reprend un petit peu du coup les capsules vidéo qu'on a déjà réalisées, Ouais. mais beaucoup plus enfin, on s'étale vraiment sur des sujets. C'est beaucoup, enfin, à mon sens, c'est plus enfin, typé documentaire. Ouais. Donc, de se poser des petites C'est questions. c'est un format de moins d'une heure, je crois. Ouais, c'est 52 minutes, ouais, à peu près. D'accord. Et j'imagine que vous allez essayer de le faire projeter en festoche, ça, non? Ouais, voilà, oui, c'est vrai que sur la diffusion, là, c'est vrai que tu avais posé cette question-là. Alors, il sera pas dispo sur Internet pendant un petit moment parce que bah, il y a certains festivals Mm. qui refusent. Il le sera un jour, certainement sur une plateforme type Vimeo. Mais là, bah, déjà, il va naître d'ici peu, hein. Il va naître à partir donc dans 13 jours, le 20 Mm. avril. Ça sera à partir de là qu'il va voyager dans des festivals, il va faire son petit bout de chemin et après on le verra sur la toile. De toute façon, l'important étant de le partager, donc il finira forcément sur Internet. Impec, impec. Enfin, ça fait déjà trois quarts d'heure que vous nous Ouais, partagez vos aventures. Ça passe hyper vite. Bon, on va passer aux questions des spectateurs. Alors, j'en ai vu plusieurs là passer dans les commentaires. Il y en a une qui s'affiche encore. Brian et Seb qui vous demandaient au niveau des micros, du coup, pour le son de vos vidéos, quel type de micro vous aviez pour vous filmer. Parce que c'est vrai que faire des belles images, bon, ça peut être plus ou moins facile, mais c'est accessible. Mais autant le son, c'est vraiment c'est la chiasse, quoi. Ça peut ça peut te ruiner vraiment. Non, mais c'est vrai, je galère vraiment avec le son pour avoir quelque chose de propre et c'est hyper compliqué. Donc, qu'est-ce que vous aviez comme un micro? alors,
deux choses. Enfin, il y a une chose qui est importante quand même que je souligne. Et si tu fais bien de dire que c'est la chiasse entre guillemets, et c'est ce que me dit souvent Laurent, qui mixe le film. Il me disait souvent, mais bon, c'est un discours de gars qui fait du son, hein. Mais c'était le son, c'est plus important que l'image. Ah ouais, c'est Et je clair. suis assez d'accord avec lui pour le coup. Alors que bon, il y a des images qui te disent, enfin des gars ou des films de l'image qui diront que c'est plutôt l'image qui privilégie. Et c'est vrai que moi, je trouve que le son, ça donne une réelle, enfin ça donne quelque chose de plus qu'on n'a pas à l'image. Mm. Et en tout cas, une image avec un mauvais son, c'est crade, tandis que l'inverse, Ah eh ouais. ben, peut-être beaucoup plus, enfin tu l'acceptes beaucoup plus. Donc voilà, le son, franchement, c'est hyper important. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on a équipé des GoPro assortis des petites capsules. Ouais, les modules médias, ouais. Mm. Mais en tout cas, elles font largement le taf. Donc Vraiment. vous avez pas de micro Après, externe en plus de ce module? ouais, j'y viens. Ouais, on avait donc alors tout le micro déjà était conditionné dans une bonnette là qu'on appelle, donc qui protège du vent et des intempéries type pluie quoi, et qui protège et surtout le micro. Donc ça c'est Cinella, c'est un partenaire qui nous a fait ça, c'est la bonnette Cozy. Au début du voyage, on est parti, donc on partait qu'avec du Shops, c'est des micros allemands de très très bonne qualité. Donc c'était un CMBI et un MK41 pour la capsule. Donc là, on rentre dans des détails techniques. C'est du gros matos qui a changé au deuxième partie du voyage où on avait deux micros en un, on va dire. Un micro qui était hyper cardioïde, qui chopait vraiment en face, Ouais. mais aussi un micro qui chopait sur les latéraux. Donc ça, c'est pour l'ingénieur du son derrière, quand il fait son petit mixage, mais il peut récupérer de la matière sur les côtés, alors que des fois, il ne s'intéresse pas d'avoir ce qu'il y avait en face. Donc là, c'était vraiment technique. Et ce qu'on avait en parallèle, et ce qui était plutôt pas mal, c'était des petits micro-cravates. Maintenant, on en retrouve des pas chers d'ailleurs, certains fabricants. Petite capsule hyper cardioïde, là, qui permet de choper un petit peu de son. Des fois, s'il y a une interview, typiquement, ça pèse rien. C'est une petite pile, une petite carte SD. Et ça, moi, j'avais deux F2 chez Zoom. Ça fait vachement le taf. Non, mais c'est clair. Le son, comme tu dis, une belle image, ça fait pas tout. Le son, ça peut te ruiner l'expérience, quoi. Ouais. Et puis il y avait sur les GoPro là, on avait pris le petit module. Module, ouais, j'en ai parlé. Ok, bah parfait. Ouais, c'est vrai que c'est déjà le minimum. Bah, c'est le plus accessible. Ça améliore quand même un peu le son, ouais, c'est clair. Il y avait quelqu'un dans les commentaires, Cryptor, qui vous demandait comment vous rechargiez électriquement tout ce matériel. Surtout, j'imagine, dans les contrées plus reculées, quoi. Bah, déjà, enfin, c'est vrai qu'on trouve tous les appareils sont compatibles de 120 ou 110 volts. Enfin, à chaque fois, les transfos prennent. Enfin, ça couvre. En tout cas, ça a couvert tous les pays qu'on a traversés. Ouais. Et puis surtout, la clé, c'est d'avoir une multiprise. C'est ça surtout. Ouais, c'est vrai. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des endroits. On allait y rester pas très longtemps, peut-être le temps d'une nuit, donc 8-12 heures. Et ben, ça donne un court temps pour tout charger. Donc, on avait avec nous, voilà, une multiprise et dessus, on pouvait mettre différents transfos et un qui permettait de recharger tous les équipements qui étaient en port USB, donc un espèce de concentrateur USB assez puissant. Et on a pu mettre, il avait 5 ports, donc ça permettait d'aller vite, de recharger un maximum d'appareils dessus. Mais des fois, ça faisait peur. Hein, on a des photos où on mettait tous nos branchements, tout ce qu'on pouvait charger. Et c'est assez impressionnant. Parce que du coup, voilà, Kevin a parlé de beaucoup de matériel, mais tout ça, faut le recharger. Et ouais, des fois, c'était une logistique. Ah, on a perdu. ouais, il y a Guillaume Kevin qui est parti, je vais essayer de le récupérer. Du coup, c'est pour ça qu'on est deux, ça permet dans les interviews de onglets. Du coup, à t'entendre, j'ai l'impression que vous... Ah, ça y est, Kevin est de retour. Que ça fait énormément de matos pour les vidéos. Tu parles de transfo, de multiprise, de micro, de caméra, d'appareil photo, d'objectif. Ça représente quoi, surtout en termes de poids, quoi, c'est quoi Alors tout le matériel... enfin, l'encombrement. Ouais, bah là, il y a une sacoche, une grande sacoche au moins. Hein. Mais je dirais même plus, parce que c'est vrai qu'on avait les deux appareils et puis les objectifs.
Puis à un moment, il y avait le drone. Non, mais c'est sûr que c'était important, mais ça faisait partie. Enfin, nous, on Mm. savait qu'on allait partir chargé parce qu'il y avait cette volonté de faire un retour vidéo de ce qu'on allait traverser. Donc, c'est pour ça que Ouais. on s'est équipé et enfin, on savait qu'on était lourd, on assumait ce poids-là. Des fois, c'était très dur, mais on a toujours gardé ces moyens pour filmer ou pour prendre le son. Ok. Bon, on va refermer la parenthèse photo-vidéo parce que ça, ça fait un petit moment qu'on en discute. J'ai des questions d'autres spectateurs. Il y a Germinio qui... Ah, alors oui, ça c'est vrai. Il vous demandait quel était le traducteur vocal que vous utilisiez. Alors, en fait, Très c'est très parce que bonne dans vos question. vidéos YouTube, je pense qu'il les a vues. Et on vous voit souvent avec le téléphone en train de discuter Ah oui. avec les mecs. On dit, attends, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et t'as dit, Ah là là. Ah, attends, le pire, c'est que alors, il y en avait une. Alors, en fait, ça dépendait des pays dans lesquels on était. À savoir que tout ce qui il y avait le Google Traduction classique, l'application, ouais, qui permet maintenant de faire ça. Donc, on avait. Alors, ce truc-là de parler et c'est la seule fois où on l'a fait, c'était sur la deuxième partie du voyage, hein. Parce d'accord. que franchement, avant, on faisait pas du tout ça, quoi. C'était espagnol, donc on se débrouillait, quoi. Mais alors, par contre, tout ce qui est russe, Ouais. Kazakh, Tadjik et tout, on était paumés. Tadjikistan, c'était particulier parce qu'ils parlent pas tous russe. Donc on passait par une appli qui s'appelait Say Hi, un truc comme ça. Ouais. Ouais, mais SAY. ça Mais marche ça marchait pas très bien. des fois, on se tapait des sacrés Oh délires là parce là. que la traduction était tellement mauvaise que genre c'était que des phrases qui avaient pas de sens, enfin qui avaient un sens philosophique si tu veux, mais donc ça n'allait nulle Même part quoi. le Bon, mec en face ne comprenait pas la traduction, quoi. ah mais c'est sûr, c'est Ah bah, c'est sûr. sûr. Non, il fallait que ce soit simple, des Ouais. phrases très Alors, simples. Ouais. Mais ce qui est dur, c'est vrai qu'on rencontre du monde, bon, il y a un moment, tu as envie de poser des questions ouais. un peu plus précises ou avoir plus d'informations. Et là, non, c'était dur. Donc, on a effectivement, c'est vrai qu'il y a des vidéos où on nous voit avec ces traducteurs, mais à un moment, on a arrêté parce que ça peut être dangereux dans le sens où une information peut être très très mal Ouais. interprétée, ça peut se retourner contre nous. Ouais. Bon, des fois, vaut mieux malheureusement rien dire Ouais. que se mettre en danger, parce que, oui, comme disait Kevin, c'est très très philosophique, hein. Ouais, ouais, si tu Il nous fais une faisait rire, hein. mauvaise interprétation d'un mot ou d'une expression qui passe mal, effectivement, ça peut se retourner, quoi. Euh, J'ai une autre question de Marianne77 qui disait, qui vous demandait à propos du petit drapeau du pays qu'on voit à l'arrière de votre vélo, est-ce que ça vous a aidé ou c'est juste quelque chose comme ça pour faire joli? Oui, c'est vrai que Alors, quand on vous voit dans un pays, on vous voit avec le drapeau Ebro, mais aussi des fois avec le drapeau ouais. du pays en question. Euh, on se faisait. Alors ces drapeaux-là, on se les faisait souvent offrir. Ça, D'accord. c'est ce qu'on avait fait. C'était assez rare qu'on en achète, en tout cas. Franchement, il n'y avait pas trop de. Non, il y avait. À chaque fois, même moi, pendant un temps, j'ai à partir du Pérou, je crois, j'avais acheté un petit drapeau français que je mettais à l'avant du vélo. Surtout pour dire qu'on est français, pour direct dès que tu croises d'autres voyageurs, ça permet de présenter un petit peu les choses, quoi. Mais il n'y a jamais, jamais, jamais eu de souci. Bien au contraire, d'ailleurs. C'était assez drôle parce que tu arrives au Tadjikistan avec le drapeau du Kazakhstan, de la Turquie, de la Géorgie. En ah fait, oui, c'est hyper symbolique pour eux de savoir où est-ce que tu es passé. Et en Ouais. plus de ça, c'est presque un jeu géographique qu'on crée. C'est qu'en gros, ils vont regarder le drapeau, enfin, comme nous, on ferait Mm. pareil. Ils regardent le drapeau. Ah, Turquie, Géorgie. Et après, dans l'Ouzbékistan, il y a comme deux pays, tu vois, c'est genre la Bretagne et le drapeau français, quoi. L'Ouzbékistan, c'est pareil, t'as le Caracal, Pakistan et l'Ouzbékistan. Et donc, pareil, il y a débat là-dessus. Enfin, c'est génial. Franchement, ça, c'est à faire. Moi, je trouve ça super drôle. Je pense qu'il n'y aura jamais de problème quand tu es voyageur parce que, je sais pas, moi, admettons, tu es un drapeau chinois et que tu te déplaces dans un pays où il y a une tension particulière Mm. avec la Chine. Enfin, je prends la Chine, hein, ça pourrait être un autre pays, même la France. Hein, dire, voilà, le drapeau français en Russie, on a d'autres cyclo-voyageurs qui l'ont fait dans cette période-là. Ouais. Et il n'y a pas eu de souci particulier. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok. Une autre question de Gilali qui vous demandait en termes de budget, combien ça représentait votre voyage, si vous avez eu une idée à peu près, une estimation?
Ah, Alors là, non, on a malheureusement pas de. Parce qu'on on avait fait un calcul au début du projet, mais c'est vrai que comme ça a été entrecoupé de la deuxième partie, c'est comme c'est difficile ouais, à non, mais c'est après, difficile à Bah, on dire parlait pas de. parce que souvent de, je sais pas si je me trompe, Guy, mais souvent de 10 000 euros par an, c'est ce qu'on voyait souvent. Alors, je sais pas si on est dans ouais, cette ouais. tranche-là. Oui, mais en plus, enfin, ça dépend ce qu'on prend, parce que c'est vrai que là-dessus, on n'a pas tenu de compte, parce que il y a effectivement les frais qu'on a tous les jours. Bon, et ça dépendait des pays, mais globalement, on va dire à 30 euros pour deux, on faisait largement une journée. Mhm. Ça, c'était une moyenne par jour. Ouais, En gros, je pense que c'est pas trop mal. Mais comme il y a l'aspect, effectivement, nous, audiovisuel, oui, tout ça, ça avait un Voilà. sacré coût. Et Ah puis, oui. il y a Oui. les sponsors par-dessus qui nous ont beaucoup aidés sur le matériel. Donc voilà, si on reste sur le voyage, on va dire qu'on était dans une moyenne de 30 euros par jour. bon, ok, Après, ça dépend ok, ok. des pays, parce que c'est vrai que le Tadjikistan, là, pour le coup, ça descendait, Oui, on était peut-être à entre 10 et 15 euros par jour pour deux, tellement les prix au quotidien sont pas ouais, chers. ça dépend du Donc, niveau de voilà. vie, ouais, bien sûr. Pierre qui vous demandait si vous avez eu des galères. Hein. Alors, je sais pas si Pierre a vu vos vidéos, mais moi j'ai un souvenir, une galère en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, je crois, où vous partez, et puis il y en a un de vous deux qui a un problème au pédalier, enfin, vous en avez, vous cherchez la pièce ou je sais plus quoi. Ouais. Ouais, vous avez forcément eu des Non, galères pendant vos oui, oui. voyages. Clair. Bon, Ah, multiples, hein. Après, celle-là, ça dépend où tu mets le level, hein, mais bah, la plus grosse, selon moi, c'est qu'on s'est fait tirer un vélo Ah presque au oui, début du voyage. Ça, c'était une grosse et c'était galère. et c'était en Europe en plus, Ouais, c'est c'était ça? à Lisbonne, ouais. Bah, tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous a été plus ou moins simple pour retrouver un vélo, quoi. Euh, Après, ouais, le Kazakhstan, ouais, ouais, c'était pas mal comme galère. Ouais. On s'attendait pas à ça pour le coup. bah, ouais, oui, surtout que donc avant d'arriver au Kazakhstan, donc on se renseigne comment est le pays, puis est-ce qu'on va qu'est-ce qui se passe si on s'il y a s'il y a une panne de vélo ou si on doit récupérer une pièce. Puis on avait bien vu que enfin moi je me souviens avant d'aller au Kazakhstan, je savais que ça allait être très très compliqué. Et on fait à peine une journée, ouais, à peine une journée à pédaler, puis bah voilà, bim le boîtier Oh putain. de le boîtier de pédalier qui a un gros problème. Et puis bah ouais, donc obligé de retourner en arrière. Et bon bah heureusement quand même finalement avec Internet, enfin ils arrivent à communiquer avec d'autres villes et puis on a pu se faire rapatrier une pièce, mais ça nous a immobilisé une semaine de Ah oui. plus pour bah, quelque part pour rien. Et ouais, là cette panne-là a été dure. Elle a été dure parce qu'en plus on avait envie de pédaler, enfin on était vraiment prêt à repartir. Donc ça c'est dur à gérer. Mhm. Faut bien checker son matos. Faut bien checker son matos avant. Il y Ok, a que ça à dire. ok, ok. Et écoutez, on va terminer les questions par celle de Jérémy, Inspiration Vagabonde, qui vous demande si l'aventure à Ibro est terminée ou est-ce qu'il y a d'autres voyages de prévus ensemble ou séparément. Ça, c'est beau. C'est souvent une question qui revient, n'empêche. Hein. C'est beau, Ouais, n'empêche, de lire ça. Mais alors oui, il y a d'autres périples. Enfin, il y a des périples qui se dessinent. Après, des voyages comme celui-ci, non. Clairement, c'est hyper long pour s'est engagé dans un truc. Mine de rien, ça fait depuis mai 2018 qu'on y était. On a clôturé ça en août l'année dernière. Non, des aussi longs, il y en aura plus. Il y aura peut-être des choses en solo à droite à gauche. Là, on va faire, on a des petits objectifs, enfin des beaux objectifs sportifs, ouais. mais ça s'arrête là pour le moment. Et quand tu arrives après 3 ans de vélo, tu t'en fais quoi du vélo? Tu le mets au garage et tu dis, allez, c'est bon, au feu Non, le vélo, je veux plus le non, voir. non, tu le gardes. Non, on J'avoue, roule moi, des avec. fois, j'ai un peu de mal, des fois, à le laisser, tu sais, mettre le cadenas pour aller chercher le pain. Ouais. Mais non, moi, je roule avec. Là,
Enfin là, ben, on va faire la Madjack le week-end prochain, quoi. Donc c'est non un vélo qu'on garde. Il y a trop de souvenirs là-dedans. Il y a Ça trop de vous kilomètres dans les pattes. ça vous a pas dégoûté du vélo quand Ah vous non, continuez Ah bah non, non, à les au utiliser? contraire. tant mieux, Bon. tant mieux. Même. Et pour terminer, on a une petite habitude, c'est qu'on laisse un peu la parole libre du coup aux invités, le temps de quelques instants. L'occasion pour vous de nous dire ce que vous voulez, de nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur ou de nous annoncer comment, voilà, les choses qui arrivent pour vous, votre actu. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Kevin, Guillaume? Vas-y. Allez, Kevin. Ah. Allez, j'y vais. Allez. Non, bah là, l'actu la plus récente, c'est effectivement la sortie du documentaire que vous pouvez venir voir si vous êtes dans les Yvelines ou en tout cas pas très loin. Donc c'est à Cernay-la-Ville, dans la salle de spectacle qui s'appelle La Chouette. Donc c'est là où on va présenter le résumé enfin, je dirais même non, c'est plutôt un condensé de cette très très grande aventure. Donc, donc on a hâte de le diffuser en direct parce que c'est ça qui va être beau, c'est de pouvoir vivre ça ensemble, d'avoir les réactions de tout le monde et puis de pouvoir discuter, continuer de discuter de voyage et de donner envie à d'autres de voyager à vélo ou autrement. Ok, Kevin. Bah oui, l'actu la plus chaude après des mois de travail, ça restera le documentaire là, qui touche à sa fin. Comme Guillaume l'a dit là, moi, enfin, essayer, enfin, à travers ce documentaire, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est que chacun puisse réaliser ses rêves, entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de profiter du temps, je sais pas, du temps qu'on a pour voyager, pour s'émerveiller de belles choses là qui nous entourent. Il y a plein de belles choses partout, que ce soit des rencontres, des paysages, des défis sportifs. Faites-vous plaisir, quoi, et c'est tout, quoi. Comment on fait pour vous suivre sur les réseaux, sur YouTube? On vous retrouve sous quel nom? Alors, le plus simple, en tapant Hébro Tour du monde à vélo, généralement ça marche. Il y a Instagram qui peut apparaître, la page Facebook, la plateforme YouTube pour Mhm. trouver tous les résumés vidéo. Puis il y a aussi le site internet où on retrouve un condensé de tout ça. Puis on parle pas assez, c'est le travel map. Ça il est plus difficile à trouver, Il est génial. mais Tourné tout à l'heure. bah ouais, en plus c'est la carte interactive du voyage qui reprend la plupart des photos et des vidéos, mais tout ça sur une grande carte du coup du monde et on retrouve toute notre traces, enfin tout ce qu'on a fait. Donc voilà, on est présent sur toutes ces plateformes et sites. Ok, Kevin, Guillaume. Hey bro, trip. Merci en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. Ceux qui ont pris le train en cours de route, vous pourrez voir la vidéo en replay sur Instagram juste après. Et sinon, je la mettrai sur YouTube. Alors peut-être pas demain parce que j'aurai peut-être pas le temps, mais en début de semaine, un mardi ou mercredi, vous pourrez la regarder tranquillement. Écoutez, la prochaine vidéo aura lieu dans 15 jours avec non pas 2 voyageurs, mais une voyageuse à vélo. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça en temps voulu. Merci à tous d'avoir assisté à la vidéo. Merci à tous les deux. Bah, merci beaucoup à Merci toi. à toi, Gaëtan. C'est cool de pouvoir partager Eh tout bien, ça. avec plaisir. Et puis écoutez, on continue à suivre vos aventures et ce documentaire alors. Ça marche. Merci, Merci. Bonne Gaëtan. soirée à tout le monde. Bonne Bye soirée. bye. Salut. Salut.